Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, nouvelle réunion au sommet sous l'égide de l'ONU à Genève, avec pour thème de discussion le conflit en Syrie où des rebelles et leurs familles ont commencé à quitter ce vendredi la ville de Daraya, près de Damas. La Turquie, plus que jamais ciblée par le terrorisme, au moins 11 policiers ont été tués dans un attentat à la voiture piégée à Jizre, dans le sud-est du pays. L'attaque a été revendiquée par les rebelles du PKK. Et c'est fait, le ministre libanais des Finances, Ali Hassan Khalil, a transmis vendredi au gouvernement un avant-projet de budget pour l'exercice 2017. Direction Genève pour Sergueï Lavrov et John Kerry. Nouvelle réunion au sommet sous l'égide de l'ONU avec pour thème de discussion le conflit en Syrie. Des rebelles et leurs familles ont commencé à quitter ce vendredi la ville de Daraya, près de Damas, qu'ils avaient défendue avec acharnement durant 4 ans face au régime avant d'être défaits. Les civils seront dirigés vers des centres d'hébergement tandis que les rebelles doivent se rendre à Idlib, dans le nord-ouest du pays. La situation à Alep, elle, devient très préoccupante. Selon les estimations, 275 000 habitants des quartiers est de la ville seraient toujours pris au piège, assiégés par les forces du régime. Dans le reste de l'actualité, la Turquie est plus que jamais ciblée par le terrorisme. Je vous le disais en titre, au moins 11 policiers ont été tués ce vendredi dans un attentat à la voiture piégée à Jizre, dans le sud-est du pays. L'explosion a dévasté le quartier général des forces anti-émeutes, comme le montrent des images diffusées par la télévision turque. 70 personnes ont également été blessées dans cette ville de 100 000 habitants, située seulement à 2 km de la frontière avec la Syrie. L'attaque a été perpétrée par les rebelles du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan. Le Premier ministre turc promet des représailles. Cette attaque intervient au moment où, de l'autre côté de la frontière, la Turquie mène une offensive militaire visant à la fois le groupe État islamique et les Kurdes de Syrie. Quelques heures après l'explosion de Jizre, Ankara a annoncé l'envoi de nouveaux chars dans le nord de la Syrie, tout en démentant que ces opérations en Syrie se concentrent sur les Kurdes. La correspondance de Fatma Kizilboa. Il y a quelques minutes, une explosion qui a vraisemblablement été provoquée par l'armée turque qui est en train de mener en ce moment des opérations de déminage en fait, des opérations après que l'organisation État islamique ait planté donc des mines comme elle le fait d'habitude le long de la frontière entre la Turquie et la Syrie. L'organisation islamique donc qui a planté ces mines avant de quitter la ville de Jarablos. Et si la Turquie effectivement, si l'armée turque est en train de nettoyer ces mines, on imagine que c'est notamment pour faciliter le passage de véhicules militaires. On a pu constater ce matin en arrivant ici que plusieurs tanks, des nouveaux tanks de l'armée, mais également des véhicules militaires ont été déployés à nouveau le long de cette frontière. Donc on s'attend effectivement à ce que cette opération elle dure peut-être plus longtemps que ce qui avait été à la base initialement imaginé. Excusez-moi. On a également appris, c'est une information de dernière minute qui nous parvient, qu'un drone aurait atterri en fait côté turc dans la région de Gaziantep. On ne connaît pas encore l'origine bien évidemment de ce drone, mais selon la presse turque, il s'agirait très probablement d'un drone qui appartiendrait à l'armée américaine. On attend bien évidemment toujours une confirmation sur cette information. Et enfin, la dernière, elle nous provient cette fois de la province d'Antakya, plus précisément de la région de Yaylada, qui se trouve à l'extrême nord-ouest de la frontière avec la Syrie, où un obus de mortier a atterri avec désormais au moins 3 soldats turcs qui auraient été blessés après cette attaque à l'obus de mortier. Saad Hariri poursuit sa visite en Turquie. Le chef du courant du futur participe ce vendredi à l'inauguration du 3e pont sur le Bosphore aux côtés du président Recep Tayyip Erdogan. C'est le pont de tous les records. Les pylônes qui le soutiennent sont quasiment aussi hauts que la Tour Eiffel et ses dimensions, 2164 mètres de long sur 59 de large, en font l'un des plus gigantesques au monde. L'ouvrage, qui inclut 8 voies pour la circulation automobile et 2 voies ferrées, est le 3e pont jeté entre l'Europe et l'Asie. Sa construction aura duré plus de 3 ans. Objectif annoncé par le gouvernement, désengorger le centre-ville d'Istanbul et permettre à la ville, qui compte aujourd'hui plus de 17 millions d'habitants, de poursuivre son extension.
Retour au Liban, Abbas Ibrahim est catégorique. Les autorités libanaises poursuivent leur effort afin d'obtenir la libération des 9 militaires libanais otages du groupe État islamique depuis août 2014. Le directeur de la Sûreté générale espère trouver un médiateur sérieux afin de négocier avec le groupe terroriste. Il a également confié vouloir se rendre dans un pays qui pourrait aider à résoudre ce dossier, sans plus de détails. Abbas Ibrahim a par ailleurs affirmé que la situation sécuritaire au Liban était sous contrôle. Résultat selon lui du travail des services de sécurité. C'est fait, le ministre libanais des Finances, Ali Hassan Khalil, a transmis ce vendredi au gouvernement un avant-projet de budget pour l'exercice 2017. Aucun budget n'a été voté au Liban depuis 2005. Or, certaines questions risquent de torpiller encore une fois le vote du budget, notamment le financement du tribunal spécial pour le Liban et l'adoption de la nouvelle grille des salaires. La dette publique s'élève à 71 milliards de dollars et le Liban accuse un déficit annuel de 4 milliards de dollars. Dans le reste de l'actualité régionale, un Palestinien a été tué ce vendredi par des tirs israéliens. Donc c'était près de la région d'Ofra, l'implantation juive de Jofra en Cisjordanie. Les circonstances de cet incident sont toujours floues. Les médias palestiniens rapportent qu'il s'agissait d'un homme de 38 ans, identifié comme Ziad Zakaria Ahmed. L'individu n'était pas armé et courait en direction des soldats israéliens. Selon Tsahal, les militaires ont procédé à des tirs de sommation avant de viser le Palestinien, provoquant sa mort. Les forces irakiennes soutenues par les forces internationales de la coalition menée par les États-Unis ont regagné le contrôle total de Karia, une ville du nord de l'Irak, essentielle à la reconquête de Mossoul, bastion de Daesh dans le nord du pays. Les explications de Johanna Citruk. Des scènes de liesse pour célébrer la reprise de Kayara. Jeudi, et tout juste 2 jours après le lancement de l'assaut, les forces armées irakiennes sont parvenues à chasser le groupe État islamique de cette ville, située à environ 70 km au sud de Mossoul. Une victoire qui pourrait s'avérer stratégique dans la bataille pour la reconquête du dernier grand bastion djihadiste. Le sous-district de Kayara est désormais sous le contrôle des unités de la 37e brigade. Maintenant, les hommes quadrillent la zone à la recherche d'éventuels engins explosifs et de bombes placées dans les maisons. Les forces spéciales ont bénéficié d'un soutien aérien, celui de la coalition internationale, mais aussi d'une aide au sol, celle de petits groupes d'habitants armés à l'intérieur même de Kayara. Une coopération qui a permis d'éviter de nombreuses victimes. Les civils sont en bonne santé, aucun d'entre eux n'a été tué. Des directives et instructions leur ont été données afin qu'ils ne sortent pas de chez eux pendant l'opération, donc il n'y a pas eu de mouvement de masse lors des combats. Prochaine étape, reconquérir Mossoul aux mains des djihadistes depuis juin 2014. Le Premier ministre irakien a promis que le pays serait débarrassé de Daesh d'ici fin 2016. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info. En Italie, un dernier bilan après le séisme qui a frappé le centre du pays fait état de 267 décès. Les répliques compliquent le travail des secours qui cherchent encore des victimes parmi les décombres. Le reportage sur place de Fanny Allard et Luc Brown. Cette femme peine à croire ce qui est arrivé à son village. Des centaines de secouristes fouillent les décombres à la recherche de rescapés, car chaque heure qui passe réduit leurs chances de survie. Jusque-là, on a retrouvé uniquement des personnes décédées, malheureusement. Il est encore possible de retrouver des survivants, mais plus le temps passe, plus c'est difficile. L'avitaillement par les airs est continuel. Au sol, des structures de prise en charge sont mises en place, comme ce jardin, transformé en camp de fortune par les bénévoles. Il est dédié aux familles et enfants du village. Il y a des gens qui dorment encore dans des voitures. On ne peut pas les forcer, mais on les invite en disant qu'il y a un repas chaud, que la tente est toujours plus sûre que la voiture. Soudain, le sol tremble sous nos pieds. À 100 mètres, l'une des façades de l'école s'effondre. Les répliques sont fréquentes et rappellent que la zone est toujours sous alerte. Alberto et sa famille ont survécu au séisme.
Il nous montre sa maison, endommagée. Dorénavant, tous dormiront dans des tentes. Il a du mal à dissimuler son émotion. C'est une petite communauté, on se connaît tous. En plus, samedi, il allait y avoir une fête du village. Donc il y a beaucoup de gens qui étaient revenus pour l'occasion. Beaucoup de touristes, beaucoup de personnes qu'on connaissait. Ils sont morts. Beaucoup d'amis aussi. Comme Alberto, ils sont des centaines à avoir subi les conséquences du séisme. Dans ce camp improvisé, 350 personnes sont logées et prises en charge après la perte de leur maison et parfois d'un membre de leur famille. L'accès est interdit aux journalistes afin de préserver les victimes encore sous le choc. L'état d'urgence a été déclaré dans la région sinistrée par le Conseil des ministres réuni hier en urgence par Matteo Renzi. 50 millions d'euros seront alloués à la gestion de l'urgence. La polémique autour des constructions ne respectant pas les normes antisismiques a rapidement surgi. Le récit de Marc Pope. Les larmes aux yeux, cette ancienne institutrice de l'école d'Amatrice ne peut que constater les dégâts. Comme beaucoup de bâtiments, l'établissement Romolo Capranica n'est plus qu'un tas de gravats. J'habite à l'Aquila, mais j'ai pensé à mes élèves. J'ai réussi à en trouver certains, mais d'autres ont disparu. Cette école attire la colère des habitants. Le bâtiment a en effet été rénové en 2012 pour justement s'adapter aux normes antisismiques. Le procureur de la ville voisine de Rieti a ainsi ouvert une enquête pour évaluer d'éventuelles malversations à Amatrice, mais aussi dans les villes voisines. Car si la zone est bien considérée comme étant à haut risque sismique, beaucoup de constructeurs peu scrupuleux n'hésitent pas à bâtir des maisons qui ne respectent pas les normes. Mais le président du Conseil italien souligne la complexité de la tâche. La région possède en effet beaucoup de monuments historiques qui ne peuvent pas être rasés. Pour y pallier, Matteo Renzi a annoncé jeudi soir le lancement du plan Casa Italia, destiné à faire de la prévention. Le plan Casa Italia est un plan sérieux, pas simplement une liste de mots. Tout le monde pourra compter dessus. Nous voulons que tout le monde s'implique, des personnes importantes de notre pays en passant par les syndicats professionnels et les activistes environnementaux. Les habitants s'étonnent également que le bilan humain soit aussi lourd dans une région où vivent peu d'habitants. En comparaison, le séisme de 2009 à l'Aquila avait fait 300 morts, mais la ville comptait alors plusieurs milliers d'habitants. Matteo Renzi souhaite reconstruire rapidement les villages détruits pour reloger les habitants. Une enveloppe de 50 millions d'euros a ainsi été débloquée par le gouvernement et les régions touchées ont été placées en état d'urgence. Dans le reste de l'actualité internationale, à un peu plus de 2 mois de la présidentielle aux États-Unis, la campagne prend un nouveau tour. Hillary Clinton et Donald Trump s'accusent maintenant mutuellement de racisme. Le milliardaire républicain, connu pour ses déclarations à l'emporte-pièce, tente de s'assurer le vote des minorités en affirmant que sa rivale démocrate a, je cite, trahi les communautés de couleur du pays. Les explications de Marc Pope. Pour décrédibiliser son adversaire, Hillary Clinton n'y va pas de main morte. Cette vidéo, mise en ligne jeudi, assimile clairement Donald Trump au mouvement suprématiste du Ku Klux Klan. Le candidat républicain à l'élection présidentielle a exigé que cette publicité soit retirée avant de répliquer à sa propre manière. Hillary Clinton est une bigote qui voit les gens de couleur comme des votes et non comme des êtres humains qui méritent un meilleur futur. Elle ne va rien faire pour les Afro-Américains et elle ne fera rien non plus pour les Hispaniques. Avec cette publicité, la candidate démocrate cherche à distancer définitivement Donald Trump dans les sondages. Il faut dire que la popularité du milliardaire américain n'est pas au beau fixe auprès des minorités du pays. Ces dernières semaines, Donald Trump a pourtant essayé d'assouplir sa position sur l'immigration illégale, quitte à rendre floues ses positions. Après avoir déclaré pendant plus d'1 an que l'expulsion des sans-papiers ne serait pas négociable, il a laissé entendre cette semaine que ceux qui n'ont pas commis de délits graves pourraient rester. Mais pour Hillary Clinton, Donald Trump n'a pas changé et ne changera pas. Un homme avec un long passé de discrimination raciale qui trafique dans les sombres théories du complot tirées de pages de tabloïds de supermarchés et des confins de l'Internet ne devrait jamais diriger notre gouvernement ou commander nos militaires. Beaucoup attendent que le milliardaire américain expose officiellement son programme.
Une nécessité pour Donald Trump dont la campagne est à l'arrêt depuis plusieurs semaines. Pendant ce temps, Hillary Clinton, elle, accentue son avance dans les sondages. À 11 semaines du scrutin, la candidate démocrate recueillerait 51% des votes contre 41% pour son adversaire. Volkswagen a annoncé être parvenu à un accord sur l'indemnisation de ses 652 revendeurs américains affectés par le scandale des moteurs diesel truqués. De sources proches du dossier, le constructeur automobile allemand serait prêt à débourser 1,2 milliard de dollars en compensation et remboursera les véhicules non réparables et donc invendables. Un tribunal californien a donné aux géants de l'automobile jusqu'au 24 octobre pour proposer le rachat ou la réparation de 85 000 véhicules à moteur 3 litres. Une solution qui réglerait le volet civil de l'affaire aux États-Unis, où Volkswagen fait aussi l'objet de nombreuses poursuites au pénal. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Nouvelle réunion au sommet sous l'égide de l'ONU à Genève avec pour thème le conflit en Syrie où des rebelles et leurs familles ont commencé à quitter ce vendredi la ville de Daraya, c'est près de Damas. La Turquie est plus que jamais ciblée par le terrorisme. Au moins 11 policiers ont été tués dans un attentat à la voiture piégée à Jizre dans le sud-est du pays. L'attaque a été revendiquée par les rebelles du PKK. Et c'est fait, le ministre libanais des Finances, Ali Hassan Khalil, a transmis vendredi au gouvernement un avant-projet de budget pour l'exercice 2017. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et très bon week-end.